Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Ils font l'information, ils suscitent l'interrogation, ils sont face à la rédaction. 88.4 Top Congo FM. Samedi, 13h30, après les infos. Accord de Genève. Programme du candidat commun Martin Fayoulou et son financement. Le Top Presse reçoit ce samedi 1er décembre 2018 Adolphe Mouzito, un des 5 leaders Lamouka. Pour convaincre presse et public, face à la presse, l'émission Examen, Adolphe Mouzito face à Thierry Kambundi, Top Congo FM, Israël Moutala, 7sur7.cd, Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse et Eric Ambago, Top Congo FM. Le Top Presse avec Christian Loussakweno. Le Top Presse en rediffusion dimanche 19h30. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine, le Top Presse. Un Top Presse en direct, un Top Presse qui, pour la première fois, est effectué dans le grand studio de votre radio, ici à Kinshasa, le studio Maître Cailly. Accord de Genève, il en sera question. Programme du candidat commun Martin Fayoulou, il en sera aussi question avec notre invité, le Top Presse qui reçoit ce samedi 1er décembre 2018, Adolphe Mouzito. Monsieur Mouzito, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, bienvenue Bakoumania de l'agence France Presse, Eric Ambago de Top Congo FM, Israël Moutala de 7sur7.cd ainsi que Thierry Kambundi de Top Congo FM. Vous êtes ancien Premier ministre, vous avez occupé la fonction de 2009 à 2012. Vous êtes aujourd'hui le président d'une plateforme Nouvel Élan. Vous êtes membre de l'opposition. Vous êtes même l'un des 7 signataires de l'accord de Genève. Il a fait couler beaucoup de bruit, il a fait couler beaucoup d'encre. Alors je voudrais, d'entrée de jeu, qu'on en parle. Que s'est-il passé? Comment expliquez-vous le fait qu'après avoir signé à 7, vous vous retrouviez aujourd'hui à 5? Est-ce que ceux qui étaient les favoris, ou le fait que ces favoris aient été exclus dès le premier tour, n'est pas la preuve que le mode de désignation était biaisé? Bien, d'abord il faut corriger. C'est que les 2 qui étaient favoris, ou supposés favoris, n'ont pas été exclus. Ils se sont eux-mêmes exclus et je vais l'expliquer. Ce n'est pas que le mode de désignation n'était pas favori. Nous avions envisagé 3 étapes, probablement. La première étape, c'était que les 4 qui étaient validés par opposition à ceux qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire Katumbi, Mouzito et Jean-Pierre Bemba, que le 7, c'est-à-dire Kamere, Tshisekedi, Matungulu et Fayoulou, devaient les 4 s'entendre pour faire 2 concessions mutuelles pour qu'un d'entre eux soit désigné consensuellement donc par l'équipe de 4. Ils ont tenté cette première approche, ça n'a pas donné. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord, ils n'ont pas pu renoncer l'un ou l'autre en faveur de celui qui aurait pu se dégager comme candidat commun. Il était prévu qu'à la seconde étape, on procède par vote. Vote au premier degré, ensuite éventuellement vote au second degré. Ou vote au premier tour, éventuellement vote au second tour. Le premier tour était que chacun avait 2 voix. Ils étaient 6, chacun avait 2 voix, c'est-à-dire 8 voix. Kamere avait 2 voix, Tshisekedi avait 2 voix, Matungulu ainsi que Fayoulou. Il devait voter pour chacun, se voter lui-même éventuellement, et voter les seconds. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Tshisekedi a voté pour lui-même. Et il a voté pour Fayoulou. Non, on connaît l'histoire, on sait que chacun n'a pas voté. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à l'opinion qui veut bien savoir. Laissez-moi expliquer, c'est bon. Tu peux être en avance en tant que journaliste, dans la connaissance du dossier. Tshisekedi a voté pour lui-même et il a voté pour Fayoulou, pour la 2e voix. Kamere a voté pour lui-même et il a voté pour Matungulu, 2e voix. Matungulu a voté pour lui-même et il a voté pour Fayoulou. Fayoulou a voté pour lui-même et il a voté pour Matungulu. De sorte que Kamere avait une seule voix, la sienne propre, la seconde l'ayant donnée à Matungulu. Tshisekedi s'est retrouvé avec une voix, la sienne propre, la seconde l'ayant donnée à Fayoulou. Et Fayoulou s'est retrouvé avec sa propre voix, la voix de Matungulu et la voix de Tshisekedi. Matungulu s'est retrouvé avec sa propre voix, la voix qui lui est venue de Kamere et la voix qui lui est venue de Fayoulou. Donc,
il s'est retrouvé que Kamere n'ayant qu'une seule voix, Matungulu n'ayant qu'une seule voix, plutôt Tshisekedi n'ayant qu'une seule voix, les deux ont été éliminés. On s'est retrouvé devant deux candidats. Et ce sont ces deux candidats qui ont fait l'objet du vote de la part des trois qui sont venus et qui se sont associés aux quatre pour qu'on vote. C'est au second tour que finalement, chacun de nous n'avait que deux choix, c'est-à-dire Matungulu ou Fayulu. Ma question était, est-ce que ce choix n'était pas biaisé dans le sens où, faire voter deux favoris avec le même poids en termes de voix que leurs outsiders, c'est déjà donner un handicap à ces favoris. Certains se sont même plaints avant le vote que des manœuvres se sont faites sur leur personne à l'égard de l'autre favori. Cette démarche n'est-elle pas biaisée dans le sens où, résultat des courses, aucun des favoris n'est sorti? Très bien. Mais d'abord, première chose, à supposer que la voix, et cette voix ait été mauvaise. Mais le principe, c'est que nous l'avons acceptée tous, y compris les deux concernés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve curieusement et paradoxalement que, puisque Kamer a beaucoup insisté sur le fait que nous nous étions mis d'accord sur le principe et les critères qui devaient tenir compte du niveau, entre autres, de représentation nationale de chaque candidat, du poids politique de chaque candidat, ce qui est déjà difficile à établir. Mais qu'à cela ne tienne, mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que Kamer est conscient qu'il est fort et qu'en face de lui, il y a Tshisekedi aussi qui est supposé être fort, que Kamer se soit voté puisque c'est considéré comme fort, mais qu'au lieu de voter l'autre, son vis-à-vis qui était supposé être fort conformément aux critères sur lesquels il était assis et sur lesquels il revient souvent, et à raison d'ailleurs, au lieu de voter Tshisekedi, parce que si aujourd'hui vous demandez par exemple à Messi, le grand joueur de Barcelone, de choisir le meilleur, vous lui donnez deux voix, choisir le meilleur du football planétaire, il va d'abord se voter, et après il va voter probablement Cristiano. Au regard de attendez, non, mais au regard de ces moi, critères. je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse au peuple. C'est très important. S'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît. Kamer a voté pour lui-même et contre Tshisekedi en votant Matungulu. Alors qu'il savait qu'il est le meilleur et qu'en face de lui avait Tshisekedi, il n'a pas voté pour Tshisekedi. Tshisekedi a voté pour lui-même. Et au lieu de voter Kamer qui est supposé être son vis-à-vis, l'un des favoris, il a voté pour celui qui était supposé ne pas être favori. Qui ont sabordé le principe même et le critère qui voulait qu'on retienne les meilleurs. Eux tous, puisque ni Matungulu ni Fayulu n'a voté pour les deux autres favoris. favoris. Il y avait une espèce de solidarité. Matungulu se sachant faible, entre guillemets, et avec Fayulu se sentant plus ou moins fort, ils se sont soutenus. Mais les autres qui étaient censés être solidaires du principe du poids politique n'ont pas respecté le poids politique. Ils se sont suicidés et ils ont tué le principe qui voulait que finalement chacun respecte l'idée selon laquelle il vaut mieux voter les favoris que voter le faible. C'est eux qui ont fait que finalement les faibles ont été éliminés au profit de ce qui était réellement ou supposé faible. Vous acceptez des faibles ce que vous refusez aux forts. Voilà, et ceci a été appliqué par ceux qui aujourd'hui se plaignent, et prenant le peuple pour la rusée. Aujourd'hui, après ce système de vote, vous pensez que le meilleur, je parle en termes de meilleur, pas en termes de résultat du vote, le meilleur des candidats communs, c'était Martin Fayulu? C'est lui qui, de ce point de vue-là, d'après eux-mêmes qui ont choisi finalement. Je vous pose la question pensez-vous que c'était le meilleur? C'est pas à moi de répondre à la question parce que je n'ai pas participé à ces votes du premier tour. J'ai participé au vote du second tour où je n'avais que Matungulu et Fayulu. Et nous avons choisi entre les deux, supposé faible, supposé ou réellement faible, on avait le choix que de deux. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Mouzito, aujourd'hui nous en sommes aux conséquences du vote que vous avez opéré à Genève. Alors, à quoi aurait servi alors Pretoria et toutes les rencontres qui étaient censées fixer un critérium pour la désignation objective d'un candidat commun si vous ne vous êtes pas mis d'accord déjà pour que l'un des quatre se désiste et que vous êtes passé au vote? À quoi auront servi toutes ces rencontres? Oui, mais d'abord les services, les critères que nous avons fixés à Pretoria
voulait que nous ayons ces critères comme référence au moment du vote ou au moment du consensus. Le consensus, on ne l'a pas obtenu. Les votes, on l'a obtenu, mais il se trouve que ceux qui étaient porteurs de ces principes que nous avons désignés l'ont sabordé. Et au premier tour. Et au second tour, nous avons fait le choix en prenant parmi les deux qui étaient supposés ou réellement non favoris, on était dans ces choix-là. La question qu'il faut poser et que vous posez, il faut plutôt l'adresser à ceux qui n'ont pas respecté le principe et les critères suivant lesquels on s'était mis d'accord, à savoir respecter au maximum celui qui a les poids politiques les plus élevés. Les conséquences, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont revenus à Kinshasa mardi. Ça fait partie des conséquences qui peut-être vous ont donné tort. Parce que la population a démontré, du moins celle de Kinshasa, qu'elle était avec eux. Que Genève, c'était une erreur, c'était un fiasco. La population était avec tout le monde. Elle était avec Fayoulou. Pas autant qu'avec Félix et Vital. Vous aurez remarqué des mémoires de journalistes que nous, en arrivant, on nous a jeté la bombe électro. Ça a été le cas également avec Félix et Vital Kamerhe. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique qui me rabaisse et qui nous rabaisse tous. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on discute de ce qu'on fait de ce pays, après toutes ces gesticulations qui ont eu lieu. Moi, je voudrais savoir, parce que le problème, c'est qu'on peut gesticuler en disant qu'on est populaire. Les pères fondateurs dont nous connaissons la célébrité pensaient que les succès devaient venir du simple fait qu'on disait aux colonisateurs de partir. Aujourd'hui, nous tous, on demande à Kabila de partir. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de montrer que non seulement on a dit à Kabila de partir pour que nous, on soit l'alternative, mais aussi, il faut montrer quelles sont les politiques publiques qu'on lui reproche et quelles sont les politiques publiques que nous amenons comme alternative. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique qui me rabaisse. Vous appelez cela polémique, mais c'est le nœud du problème, M. Mouzito. Attendez. Tout est parti du choix que vous avez opéré. Aujourd'hui, l'opposition est divisée, plus que jamais divisée à quelques jours des élections. C'est parce que vous avez opéré un choix discutable. Je n'ai pas l'impression que la division d'opposition soit un déficit pour la démocratie. La vraie question de savoir nous sommes divisés sur quelles idées. Et c'est ça qui est important. Si le peuple peut avoir trois choix, ce serait une très meilleure chose que chacun montre dont il est porteur comme projet. Les élections, c'est à un tour. Vous n'oubliez pas. Et vous-même, vous avez dit à la population, à la place triomphale, que l'idéal serait de partir avec un seul candidat commun de l'opposition. Et vous, vous êtes engagé à désigner ce candidat. Mais aujourd'hui, vous nous dites que l'opposition soit divisée, ce n'est pas un problème? Non, je ne dis pas que... Face à la machine FCC? Oui, moi je veux bien. Et à partir du moment où nous ne sommes pas mis d'accord, mais je crois que le moment venu, le peuple va récupérer la situation pour prendre le meilleur d'entre nous. Je crois que c'est le plus important. Ce n'est pas que nous... Ce qu'il faut regretter, c'est tout simplement un arbitrage sur les personnes. En réalité, ce n'était pas un arbitrage sur les projets politiques dont nous serions porteurs. Moi, je voudrais qu'on en arrive à ce débat-là. Vous me dites que les autres étaient mieux accueillis que nous. Je vous dis que nous, du début à la fin, de l'aéroport d'Engili jusqu'au stade de Matir, nous étions obligés de bombes lacrymogènes. Vous n'allez pas me dire que... Mais de toute façon, ce n'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer, un, qu'on a un projet politique. Deux, qu'on a un électorat. Et je pense que de ce point de vue-là, Fayoulou a l'électorat le plus important en termes communautaristes parce que le peuple vote communauté. On verra bien le moment venu, qu'est-ce qui va se passer. Bienvenue Bakou Mania, Agence France Presse. Adolphe Mouzito, dites-nous, qu'est-ce qui a rendu inopérant les consensus dans le processus de désignation du candidat commun à Genève? Ce qui a rendu impossible le consensus, c'est que les 4 candidats n'ont pas pu se mettre d'accord. Pourquoi? Et que personne n'a pas... Il faut leur poser la question parce que je n'ai pas participé à ces consensus. Je vous ai dit que la première opération consistait à ce que les candidats se mettent d'accord, les 4, parce que nous étions invalidés. Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Mouzito, nous ne participions pas à ces consensus. C'est à ceux qui étaient... enclin à participer au vote à la présidentielle, c'était à eux de se mettre d'accord pour dire sur qui pouvaient tomber les consensus. Mais ils ne se sont pas mis d'accord. Je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Israël Moutala, 7sur7.cd. Adolphe Mouzito, est-ce qu'aujourd'hui, Lamouka et Cap pour le changement ne peuvent-ils pas encore se mettre d'accord sur une candidature commune? Est-ce que c'est tard? Je crois que c'est difficile compte tenu, puisqu'on a fait cette expérience. Consensus, on n'a pas obtenu. Mais on s'était mis d'accord qu'on aille au vote. Le vote, on a fait le choix. Sur les 7, on a désigné Martin Fayoulou. 2 autres ne se sont pas, ont renoncé à leur signature. Maintenant, la possibilité qui reste, c'est probablement que les groupes cash pourraient être les faiseurs, non pas du roi,
parce qu'ils auront leurs candidats. Nous avons les candidats à la Mouka et les FC seront les candidats à Ramazani. Peut-être qu'ils seront les, comment je puis dire, ils seront les faiseurs de la majorité parlementaire. Ah d'accord, donc vous envisagez justement... Je n'envisage rien, je n'envisage rien, mais je constate que très probablement on a difficulté les uns et les autres pour former la majorité parlementaire. Il est possible donc que l'Amouka, avec Cash, puisse constituer la majorité parlementaire pour former le gouvernement. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Mais maintenant, la question est de savoir Cash, vous voulez bien donner ses députés à qui? Est-ce que c'est à l'Amouka? Est-ce que c'est au FCC? C'est à partir de ces moments-là, au regard des résultats des urnes au niveau des législatives, que nous pourrons examiner la possibilité de travailler ensemble. Aujourd'hui, je doute fort qu'il soit possible de nous mettre d'accord sur un seul candidat unique, compte tenu des égos, des ambitions qui d'ailleurs nous ont divisés, et à Pretoria et à Genève. Parfait. Mais il y a quand même, en parcourant l'accord de Genève, il y a quelque chose qui est choquant pour les gens de l'UNC. Ils estiment que vous n'avez réservé aucun poste à Vital Kamerhe parce que Jean-Pierre Bemba avait la primature, Moïse Katumbi, le Sénat, Félix Tshisekedi, l'Assemblée nationale, bref. Donc, non, vous n'avez pas l'information. C'est qu'il y a ce que Fayulu, président de la République, Jean-Pierre Bemba, Premier ministre, Adolphe Mouzito, président de l'Assemblée, Félix Tshisekedi a choisi le Sénat et il est resté les conseils économiques et sociaux ou une des vice-primatures. Je dois indiquer aussi que pour ensemble, ils ont choisi la vice-primature questions économiques et financières. Donc, il restait soit la primature à la défense. Et Vital n'avait rien en principe comme chef de corps. Je vous donne... Oui, mais chef de corps, le conseil économique, c'est un chef de corps. Non, mais c'est une institution pour rien, pour du beurre. Attendez, ne me ramenez pas à ces débats-là, et puis ça nous rabaisse. Il se trouve qu'il avait le choix entre avoir le conseil économique et social, et il avait aussi la possibilité d'avoir l'Assemblée nationale. Et déjà, à cette étape, il a dit non, que lui ne choisissait rien, qu'il attendrait de consulter ces cadres qui étaient une partie au pays, une autre à l'hôtel, pour qu'il fasse les choix entre le conseil économique et social ou la vice-primature chargée de la défense et de la sécurité. Adolphe, nous ne faisons pas de la politique de l'autruche, vous faites de la politique pour exercer de fonctions publiques. Et parmi ces fonctions publiques, justement, il y a le partage de postes de responsabilité. Et donc, l'évoquer, c'est pas vous rabaisser le débat. C'est rabaisser le débat pourquoi? C'est pas rabaisser le débat parce que on fait la politique pour exercer des fonctions publiques. Et ces fonctions publiques là-bas, c'est pour justement mettre en œuvre des politiques publiques. On va discuter de vos politiques publiques ici. Et donc, il ne faut pas induire l'opinion en erreur en disant que c'est rabaisser le débat. Donc, savoir qui aura quoi après avoir le pouvoir, c'est important d'avoir le profil. Vous avez été un ancien Premier ministre, vous avez l'expérience. Et donc, quand vous dites que vous seriez peut-être vice-Premier ministre, ça donne une indication sur vos capacités. Et donc, à l'UNC, les gens étaient frustrés. Donc, c'est par rapport à ça qu'on vous dit, n'avez-vous pas vous-même sabordé l'accord en ne prenant pas le poids politique des uns et des autres à leur juste valeur? Je suis en train de vous dire ceci. Le partage tel qu'il était fait, poser la question à Kamerhe quand il avait le choix de prendre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je sais qu'il avait le choix de prendre l'Assemblée nationale. Il a choisi le Sénat. Kamerhe, au moment où il devait faire le choix, il a dit, bon, moi, je veux consulter d'abord la base. Ça, c'est longtemps, avant même qu'on m'attribue la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Poser la question, il voulait dire. En fait, il était déjà dans le scénario où les choses telles qu'elles se sont faites ne l'ont pas satisfait et c'est tout à fait légitime de sa part. Voilà. Donc, il a fait le choix de ne pas prendre un poste ou un autre. Ouais. Autre reproche qui vous est fait, parce que vous parlez ici que le vote sera communautaire, c'est que le vote qui s'est porté justement sur Fayulu était un vote communautaire. Qu'est-ce que vous répondez à ce reproche? Non, pourquoi communautaire? Parce que si vous m'écartez, moi qui n'ai pas participé au vote du premier tour qui a fait que Tshisekedi soit éliminé, je ne sais pas si ce vote qui a éliminé Tshisekedi était communautaire. Si vous ne m'accordez pas à ce niveau, vous ne m'interrogez pas là-dessus, je ne crois pas que le vote de Fayulu ait été communautaire parce que moi, en ce qui concerne, je n'ai pas contribué à ce qu'il émerge au second tour. Donc moi, j'avais le choix entre deux personnes de Bandundu. Alors la communauté, tu la ramènes à quel niveau en ce qui me concerne? Tu comprends? Donc il y a eu deux forts et des faibles entre guillemets, c'était ça les clivages. Les faibles ont été solidaires entre eux
et les forts se sont canardés parce qu'ils n'ont pas voulu respecter ce principe qui est sous-jacent à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut choisir les meilleurs possibles. Tshisekedi n'a pas cru en Kamere, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi, il n'occultait pas cet aspect du débat. Et Kamere n'a pas cru en Tshisekedi et il n'a pas voté pour lui, il a voté pour celui qui était supposé faible. Alors, qui ont mangé ces mêmes principes sur lesquels ils étaient assis? Il ne faut pas se dérober. De manière stratégique, n'aviez-vous pas intérêt justement à faire en sorte qu'un candidat fort émerge pour porter votre projet? Mais qui Parce devait qu'aujourd'hui, le projet porté par un candidat, selon vos propres termes aussi, faible, qui se sont coalisés, et c'est ce qui fragilise même justement le succès de votre projet. S'il était porté aujourd'hui, par exemple, par Kamere ou par Félix Tshisekedi, il aurait encore plus de force, plus d'ancrage. Laissez-moi vous dire une chose. C'est que déjà, pendant les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Je sais qu'il n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, de sorte qu'en fait, en termes de ce combat-là, il n'était pas l'homme de la situation et il était d'accord avec nous et il le disait. Mais nous voulions que ce soit lui. Si Tshisekedi avait voté pour Kamere au premier tour, après avoir voté pour lui-même. Si Kamere avait voté pour lui-même et voté pour Tshisekedi en ce que les deux croyaient en la force de l'un et l'autre, nous aurions été dans une position où Tshisekedi aurait deux voix, la sienne, celle de Kamere. Kamere aurait eu sa propre voix et celle de Kamere. Et chacun aurait deux voix. À partir de ce moment-là, on serait arrivé à un blocage qui nous aurait obligés de rentrer dans les tractations pour prendre le meilleur, encore le meilleur. Il faut positionner cela correctement par rapport aux enjeux qui étaient les nôtres. Des tractations qui n'avaient pas réussi à aboutir, raison pour laquelle vous étiez passé au vote. Voilà. Alors, 3 petites questions avant de clôturer ce dossier Genève. Comment est-ce que vous expliquez l'implication de 3 non-candidats? Est-ce que ces 3 non-candidats... 3 non-candidats 3 non-candidats, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Est-ce que les 4 candidats ne pouvaient pas s'autodéterminer seuls sans vous? Il se trouve malheureusement ou heureusement qu'ils se sont autodéterminés et ils se sont entrebouffés, de sorte que nous sommes intervenus cette fois-là à la limite pour que finalement on choisisse parmi les 2 qui étaient sortis au premier tour. Pourquoi est-ce que vous êtes intervenu au deuxième tour? Mais parce que la procédure que nous avons convenue ensemble était celle-là. Est-ce que le fait que vous interveniez ne gâche pas tout le reste? C'est les choses qui sont gâches, parce que par rapport à votre hypothèse de travail, l'idéal aurait été que ce soit Tshisekedi ou Kamere, ils ne se sont pas reconnus ces qualités respectivement. Ensuite, ils ont fait le choix, ça s'est traduit dans le fait que nous n'avions plus que 2 choix. Et nous sommes intervenus par rapport à l'essentiel et à la préoccupation qui semble émerger ici, c'était que
les jeux s'est gâché à partir du moment où les deux n'ont pas respecté le principe et les critères sur lesquels ils étaient assis. Mais vous dites vous-même que cela faisait votre affaire, puisque si cela avait été Félix Tshisekedi, il n'aurait pas milité contre la machine à voter. Oui, mais c'est dommage, mais en fait, c'est ça qu'il nous disait. Mais nous n'avons rien fait pour que ce ne soit pas lui. C'est lui et Kamere qui ont fait le choix qui s'écartent. Ne vous entêtez pas par rapport à l'évidence. On ne s'entête pas. Je ne sais pas si vous êtes en train d'exprimer vos sentiments ou vous êtes dans les raisonnements. Moi, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que si on en est arrivé à l'élimination, ce sont les deux qui se sont éliminés. Et parce qu'ils ont violé le principe qui voulait qu'on choisisse par rapport aux principes et aux critères que nous avions arrêtés ensemble. Nous avons l'intelligence assez, je crois, éveillée, en tout cas, je parle des autres, peut-être pas de moi, pour comprendre que cela faisait quand même votre affaire. Aujourd'hui, vous dites pas de rapprochement possible entre Lamouka et Cash. Non. Sauf peut-être à l'horizon élections législatives, formation d'une future majorité parlementaire. Ma question est la suivante. Si la coalition Lamouka se retrouve en position de former une coalition parlementaire avec le FCC, ira-t-elle? Non, je ne crois pas. La dynamique, moi, bon, c'est pas souhaitable, mais c'est la situation de résultats des urnes. On parle des résultats qu'on ne connaît pas. Oui, ils peuvent nous contraindre, mais je crois qu'il est possible. Nous avons un adversaire commun dont nous connaissons le politique public et que nous récusons. Une personne qui, pour avoir longtemps discuté ensemble sur nos politiques publiques, nous sept, il y a beaucoup d'espace de convergence. Mais attention, je n'ai pas dit que comment je puis dire, je n'ai pas exprimé un vœu quand j'ai dit que le rapprochement entre Lamouka et Cash est difficile. Je constate les faits et le parcours qu'on a eu ensemble et que le fait qu'il y ait deux candidats qui aujourd'hui ont l'ambition de briguer les suffrages du peuple. J'aurais aimé que ce soit possible, mais on n'en est plus là. Mais la perspective qui nous reste, c'est que nous puissions former un gouvernement ensemble, pourquoi pas. Donc impossible, vous fermez la porte pour une coalition éventuelle entre Lamouka et FCC demain? Oui, je n'exprime pas un vœu, mais pour Lamouka et Cash... Non, je reviens sur Lamouka et FCC. Tout dépendra des suffrages. Nous allons parler des politiques publiques. Moi, je ne vois pas comment nous nous mettrons d'accord avec le FCC pour gouverner ensemble. D'abord, c'est des gens qui parlent du souverainisme alors que le pays... du repli sur soi alors que le pays a besoin de l'ouverture pour se construire. C'est des gens qui ont fermé la porte aux institutions des Bretton Woods alors que le pays a besoin de mobiliser les sources à l'extérieur qui passent par la caution, par les réformes appliquées sous l'égide de l'FMI et de la Banque mondiale. J'ai dit FMI et Banque mondiale pas pour qu'ils viennent nous dicter ce que nous devons faire, mais pour qu'ils puissent nous coacher, y compris pour qu'ils puissent servir de caution pour la mobilisation des ressources sur le marché financier. Vous parlez de politique publique, moi je vous parle de suffrage exprimé. Passons à votre programme, dont on ne peut pas parler à ce stade puisqu'on n'en a pas encore les résultats. Parlons du programme commun de Lamouka. 126 milliards de dollars à mobiliser sur 5 ans. Vous allez tout nous expliquer, nous comptons sur votre intelligence pour ça. Par contre, notre intelligence à nous rappelle que vous avez dit que Martin Fayulu sera un président de transition. Vous avez même dit 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi annoncer un programme sur 5 ans alors qu'il ne va durer que 2 ans? Et nous disons une transition de 2 ans. Nous disons en fait que si nous organisons les élections 2 ans ou 3 ans après, c'est pour que nous restions au pouvoir parce qu'on va gagner ces élections et on va continuer le programme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que c'est une vision que nous allons proposer au peuple pour 2 raisons. 2 ans et demi ou 3 ans et demi, c'est parce que le cycle électoral dans notre pays, c'est 5 ans. On est parti de 2006 à 2011, 5 ans. Deuxième cycle électoral de 2012 à 2016, 5 ans. C'est depuis 2016 que nous devions organiser les élections pour qu'on aille de 2016 à 2021. Malheureusement, Kabila nous a volé 2 ans. 2 ans et il nous reste 3 ans. Nous voulons rentrer dans le cycle en disant il nous reste 3 ans, nous allons travailler pendant 3 ans pour terminer le cycle et revenir à la normalité républicaine. On doit parler en termes de mandat, pas forcément de cycle. Oui, si Martin Fayulu l'emporte, il l'emportera pour 5 ans. On va l'élire pour 5 ans. Nous sommes d'avis que Martin Fayulu, qui sera élu, ou un autre candidat, je souhaite que ce soit Martin Fayulu et il en a les opportunités et la chance,
c'est que nous ne voulons pas qu'ils nous mettent dans la situation de l'interprétation du corpus constitutionnel actuel. Parce que tel qu'interprété aujourd'hui, le corpus constitutionnel veut que le président soit un président à vue, plutôt à vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, d'après l'interprétation du cours constitutionnel, qui reste en fonction en attendant l'élection du prochain président de la République, dont il ne voudra pas de l'organisation des élections. Il vient de faire aujourd'hui 7 ans. Et il peut aller à vie parce que si nous continuons avec cette interprétation de la Constitution, il peut faire 10 ans, 20 ans. Interprétation ou réalité de la Constitution? Non, c'est une interprétation. Parce que la Constitution, l'article 70, dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture du président élu. Ça signifie qu'en décembre 2016, à la fin du mandat du président de la République, nous devions avoir un autre président à côté, élu à travers les élections qu'il aurait organisées, pour qu'on attende son investiture avant qu'il ne parte. Or, en décembre 2016, on serait trouvé devant un président qui attendait les prochains présidents, dont il n'a pas organisé les élections. Donc cette interprétation qui permet au président de la République en exercice d'attendre, non pas l'investiture d'un président élu, mais d'un président qui sera élu, lui permet de ne pas organiser les élections et de rester au pouvoir pour l'éternité. Donc nous voulons que Fayulu ne tombe pas dans ce piège. Pour cela, nous voulons engager des réformes de l'État pour 2 objectifs. D'abord, serrer bien cette disposition constitutionnelle pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une mauvaise interprétation, comme ça l'est aujourd'hui, à cause de la Cour constitutionnelle dont l'interprétation n'a pas été très bien comprise. Deuxièmement, nous voulons revenir à la normalité avec 2 mandats, plutôt avec 2 tours. Nous disons que M. Fayulu sera mal élu. Et il en est de même de Shadari ou de Tshisekedi, parce que ces 3 candidats vont émerger sans qu'ils soient passés par les tamis du peuple. On aura eu 21, 22, 23 candidats qui n'ont pas été sanctionnés par le peuple pour que les 2 meilleurs puissent émerger. Ils ont été choisis par la classe politique. Celui des FCC a été dicté par Kabila, sans même associer les dignitaires du parti de Kabila. Celui de Lamouka a été choisi par nous, les 7, sans qu'il les soit... Les 4, vous avez dit tout à l'heure. Non, Fayulu a été choisi par les 7. Okay. Parce que nous avions un deuxième tour sur lequel on s'est prononcé sur les 2, Fayulu et Matourou. Et Tshisekedi aura été choisi par lui-même et par Kamere. C'est des présidents qui risquent d'être élus sans avoir subi la sanction populaire au premier tour pour que le peuple choisisse parmi les 20, les 30, les 2 meilleurs. Donc c'est des gens qui auront été mal élus. Nous voulons les 2 tours pour que le peuple ait les choix de s'exprimer au premier tour. Donc ce sont 2 grandes réformes qui nous permettent de revenir à la normalité. Mais j'indique... Donc Martin Fayulu n'est pas élu pour son programme de 126 milliards, mais juste élu pour changer la Constitution. Non, ça ne sert à rien de vous précipiter parce que vous voulez me mettre des choses dans la bouche. Non, c'est une question. J'ai dit ceci, il doit faire des réformes de l'État pour revenir à la normalité. Mais c'est une option que nous allons soumettre au peuple. S'il est d'accord, nous le faisons. S'il n'est pas d'accord, nous ne le faisons pas. C'est un référendum. Oui, absolument. Nous allons faire une consultation populaire où le Parlement ou le peuple lui-même. Éric Ambago. Adolphe Muzito, vous partez à quelles élections? Avec la machine à voter ou pas avec, Il faut pas me poser la question à moi, il faut poser la question au peuple. Le peuple a dit pas de machines à voter, pas des fichiers corrompus. Le peuple, c'est vous leader. Je suis leader, mais nous irons où nous n'avons jamais dit que nous allions boycotter les élections. Retenez ça. Nous avons dit nous irons aux élections. Mais des bonnes élections, pas une parodie d'élections. Blanc, bonnet blanc, quand vous dites vous ne boycottez pas les élections, mais... Le peuple ira aux urnes pour constater... Le peuple ira aux élections pour constater dans quelles conditions il va élire. Et nous nous disons... Le 23 décembre, vous constatez dans les isoloirs... Voilà. Est-ce qu'il y a le bulletin papier ou pas? Première chose. Deuxième chose, ne demandez pas à nous qui faisons pression avec le peuple qu'on retire une machine électorale qui est interdite par la Constitution et la loi électorale, qui combattons les fichiers corrompus, qui faisons pression. Vous voulez nous demander de soutenir cette machine et de battre campagne pour elle. Nous faisons pression pour que Kabila et la CENI enlèvent cette machine qui corrige les fichiers électoraux. C'est notre droit de faire cette pression. Et nous disons, le peuple ne va pas boycotter les élections. Nous n'avons pas demandé qu'on boycotte les élections. Nous ferons pression jusqu'au bout en espérant qu'ils vont se raviser. S'ils ne se ravisent pas, le peuple prendra acte et il va se déterminer. C'est vous, leader. Qu'est-ce que vous dites au peuple? Le 23 décembre, vous êtes dans les isoloirs et la machine à voter et
vous faites quoi? Vous votez, vous sortez sans voter? Nous allons demander les bulletins papier. Et nous pensons que d'ici là, Kabila, soit qu'il ne va pas organiser les élections, soit qu'il va retirer la machine à voter. On n'a rien fait. On n'avance pas. Qui n'avance pas? Celui qui demande un bulletin papier là où il n'y en a pas. Je suis convaincu, avant cela, Kabila se sera révisé pour retirer la machine à voter. Et s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, le peuple va lui donner sa position. Comment? Poser la question au peuple. Il va se déterminer et il se détermine déjà en disant qu'il dit non à la machine à voter. Et si au 23 décembre, le peuple ne s'est pas exprimé et que la machine est encore là? Si la machine est encore là, mais cette machine-là, nous n'en voulons pas et le peuple a dit qu'il n'en veut pas. Vous ne voterez pas? Nous ne voterons pas avec cette machine-là. Nous demanderons les bulletins de vote. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Adolphe Muzito, vous ne trouvez pas que cette confusion que vous créez dans le chef de la population nuit même à la stratégie même de la Mouka? Aller aux élections sans la machine à voter, alors que vous savez, et la CENI l'a rappelé maintes fois, qu'on ne peut pas organiser des élections le 23 décembre sans la machine à voter. La machine sera là. La machine est en train d'être déployée dans les 80 000 bureaux de vote. Mais vous vous dites, allez aux élections sans la machine à voter, allez constater, allez exiger un bulletin pour écrire avec un stylo. Vous ne trouvez pas que ça Qu'est-ce que vous attendez ça joue de moi? Contre la Mouka? Qu'est-ce que vous attendez de moi et de la Mouka? Un discours réaliste. Non, un discours réaliste qui consiste à dire que la machine qui est anticonstitutionnelle, qui est illégale, que vous voulez que nous battions campagne pour cette machine-là, nous serons dans l'illégalité. Cette machine dont vous savez que le peuple dit d'elle que c'est une machine à tricher, vous voulez que nous battions campagne pour elle? Vous voulez que nous disions au peuple allez voter à n'importe quelle condition, malgré les fichiers corrompus? Nous faisons pression jusqu'à la dernière minute. Ce peuple dont vous parlez, vous l'avez consulté où? Il est vrai que certains se sont prononcés contre la machine à voter, mais lorsque vous vous appropriez ce peuple pour dire le peuple s'est prononcé contre la machine, le peuple nous a dit, vous l'avez consulté où? Mais c'est lui qui a mis la machine à voter, qui est illégale. Il a consulté le peuple où? Au moins, il y a eu une expression populaire. Moi, je n'ai jamais vu. Je parle de la Mouka, je ne parle pas de celui qui a mis la machine à voter. La question est la suivante. Les peuples, à quelle occasion il s'est exprimé pour la machine à voter? Il n'a fait que s'exprimer contre la machine à voter. Il n'a jamais dit. À quelle occasion il s'est exprimé? Mais dans plusieurs occasions. Ça signifie que pour vous, l'opinion du peuple n'est pas utile, n'est pas intéressante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que moi je sais, quand j'observe sur l'échiquier politique et dans le peuple se prononce plus et dans sa grande majorité, sinon totalement, contre la machine à voter. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une seule manifestation où le peuple soutient la machine à voter. Et le constat sur le terrain est que la Mouka semble plus battre campagne contre la machine à voter plutôt qu'en faveur de son candidat ou en faveur des élections du 23 décembre. C'est pour ça que je parle des stratégies qui risquent de vous faire perdre des élections. La Mouka a fait plusieurs manifestations. Nous avons le 29 septembre fait une manifestation à côté du palais du peuple, si vous voulez, à côté de ça de Mathieu. Nous avons dit tous non à la machine à voter. Vous avez senti comment le peuple a réagi. C'est lui d'ailleurs qui scandait. C'est une activité politique où nous battions déjà campagne pour notre camp. Nous avons fait une manifestation, nous avons été au stade, messe d'intronisation de Monseigneur Ambongo. Vous avez senti la manifestation. À travers le pays, vous sentez que le peuple est contre la machine à voter. Vous voulez me poser la question si j'ai consulté le peuple. On consulte le peuple. Là n'est pas le problème. Vous parlez au nom de ce peuple, mais revenons à la stratégie proposée en face de vous ou par vos anciens alliés. Cash dit que nous allons aller aux élections avec ou sans la machine à voter, mais nous allons renforcer les témoins. C'est ce que la CENI vous recommande également. Pourquoi ne pas opter pour le réalisme? J'ai parlé du réalisme au début de mon intervention. Pourquoi ne pas opter pour ce réalisme-là? Renforcer des témoins dans les bureaux de vote pour vérifier, puisqu'au final, et la CENI l'a dit, seuls les résultats issus des urnes vont compter plus que ceux de la machine à voter. Vous me demandez de faire le réalisme et obtenir en tant que responsable que le peuple suive la machine à voter dont nous avons dit tous, Cash comme Nouvel-Élan, plutôt comme la Mouka, qu'elle était illégale parce qu'interdite par la loi électorale. Oui, mais Cash propose autre chose par rapport à vous. Il semble être plus réaliste. Il est réaliste, mais il va en violation de la loi électorale. Mais nous maintenons le principe et la pression que la machine, on doit l'extirper. Les fichiers aussi, on doit les corriger.
C'est une position de principe. Vous devez vous habituer aux principes et aux gens qui veulent maintenir le principe. Nous ne pouvons pas nous dédire, alors que nous savons que cette loi, plutôt cette machine, est illégale, mais aussi elle est inefficace en ce qu'elle ne pourra pas, pour cela, transmettre le voix et refléter les suffrages du peuple correctement. Pas de boycott. On va au bureau de vote le 23 décembre pour constater qu'il n'y a pas la machine à voter. S'il n'y a pas la machine, que le peuple s'assume. Oui, c'est une position de principe. Non, mais vous devez comprendre que nous maintenons la pression jusqu'au bout. Et nous pensons que le pouvoir va retirer cette machine qui est illégale et va corriger les fichiers électoraux. Elle semble plus cosmétique que réaliste, cette pression. Ben, de ton point de vue, et tu as les droits en tant que journaliste, mais aussi en tant que Congolais. Moi, je constate. Je constate parce que la CENI continue à déployer cette machine. La CENI dit que sans la machine, il n'y aura pas élection le 23 décembre. Tout semble aller dans le sens des élections avec la machine à voter. Mais vous dites, nous allons maintenir la pression jusqu'au bout. J'ai l'impression que vous savez très bien que la machine aujourd'hui ne sera pas retirée, mais puisque vous êtes déjà fixé cette ligne, vous y allez jusqu'au bout, mais au final, vous ne dites rien clairement à la population. Vous savez que jusqu'ici, en tant que politicien, je suis en train de me battre pour obtenir que les élections soient transparentes, mais vous êtes d'un avis contraire, parce que moi, je tiens au principe, et j'ai pris cette position, je la maintiens jusqu'au bout. La MOCA maintiendra ses principes jusqu'au bout. 2006, moi, je voulais bien que, en tant que, je voudrais bien qu'en tant que journaliste, comme corps intermédiaire, comme contre-pouvoir, que vous constatiez l'illégalité de la machine, que vous constatiez l'irrégularité du fichier électoral, et qu'en tant que citoyen, vous vous engagez sur ces combats. J'ai l'impression que vous faites un combat contraire, que c'est votre droit. Mais vous êtes quand même engagé. Oui, vous avez payé la caution. nous avons payé la caution, nous avons présenté les candidats, la situation étant que pour nous, nous devions faire pression et obtenir que le pouvoir puisse renoncer à la machine. Comme le pouvoir tient à des objectifs cachés, veut cette machine à voter, nous menons le combat. Si vous n'êtes pas dans ce camp en tant que citoyen, c'est votre responsabilité. Non, mais oui, c'est ça, vous êtes partie prenante parce que vous prenez position des fiscs en tant que citoyen. Peut-être pas comme journaliste. Pour parler de la machine à voter, la loi électorale, entre parenthèses, je vais vous renvoyer à la lecture de cette loi électorale qui n'interdit pas la machine à voter, même si le calendrier, électoral ne prévoit pas cette machine à voter. Christian, je suis venu parler du programme de J'y arrive. J'ai l'impression que vous me ramenez sur la polémique qui m'oppose. Attendez, il y a une chose qu'il faut devez comprendre. Nous sommes en train de lutter contre une dictature, la dictature de Mobutu, plutôt de M. Kabila. Nous sommes en train de lutter, nous, la MOCA, contre la dictature de Mobutu. Alors, vous me ramenez sur le terrain de la compétition politique comme si nous avions en face un pouvoir politique démocratique face auquel nous faisons. Alors, vous me ramenez sur cette polémique et vous ne me donnez pas l'occasion de décliner le programme du gouvernement. Monsieur Mouzito, nous y arrivons. Nous sommes à une demi-heure de l'émission. Ne me ramenez pas sur la polémique de la machine à voter. Nous y arrivons. Ça n'intéresse pas. Nous y arrivons, mais respectez-nous aussi, nous, en tant que journalistes, qui profitons de votre présence très rare sur les médias locaux pour avoir le maximum d'informations à ce sujet. Et ça, je pense que vous n'allez pas revenir sur cela. 126 milliards, on disait donc, 126 milliards de dollars. C'est plus que les 100 milliards de Moïse Katumbi. C'est plus que tous les programmes annoncés jusqu'ici par tous les candidats à la MOCA. Alors moi, je voudrais savoir comment vous avez pu, en mixant 5 programmes, obtenir plus que ce qu'aucun d'entre vous n'a réussi à obtenir jusqu'ici. Oui, parce que d'abord, sur les 126 milliards, il y a 80 milliards des ressources budgétaires de l'État congolais. Et 46 milliards qui sont les ressources que nous comptons mobiliser, non pas en tant qu'État, mais dans le cadre du secteur privé au profit de l'économie congolaise. Donc il s'agit de 80 milliards comme effort de l'État, effort de mobilisation. 46 milliards qui sont des investissements ou des ressources qu'on va mobiliser dans le cadre du secteur privé. Donc n'ayez pas peur du chiffre des 126 milliards de dollars. Il faut plutôt regarder les 80 milliards, comment nous allons les mobiliser. Parce que ça relève de la pression fiscale, ça relève du PIB ou de la production nationale, dans quelle proportion ces deux agrégats vont évoluer. Alors, j'indique en passant, sur les 80 milliards de dollars, qui sont les ressources publiques, il y a 20 milliards qui viendront de l'emprunt direct de l'État à charge du trésor public auprès du système financier national, mais surtout international.
De telle sorte que, finalement, les ressources propres de l'État, c'est 60 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est une agrégation d'environ 12 milliards sur 5 ans, voilà, par an. En partant du principe qu'on n'est qu'à 5 milliards maintenant. Et que on est à 5 année, milliards et nous pensons que, contrairement à ce que certains candidats avaient eu comme projection, nous voulons partir effectivement de ces 5 milliards de prévisions actuellement. 5 milliards 2019. 2018. 5 milliards 2018. Votre premier projet commencera en début janvier, il sera de 5 milliards. Vous ne pourrez pas prévoir un argent pour l'année suivante qui sera énormément plus important que l'actuel. Je vois votre question, elle est pertinente. Il faut savoir qu'on va nous léguer un budget voté par les FCC, qui sont en contradiction parce que leurs prévisions sortent du cadrage pluriannuel des 3 prochaines années. Ils sont à 5 milliards fois 3. Et fois 5, c'est 25 milliards, mais ils ont fait un budget de 51 milliards de dollars, ce qui dépasse les prévisions en ressources internes. Ça, c'est une Revenons à vos 60 milliards sur Non, d'abord, vous dites que nous allons hériter de 5 milliards. Je suis d'accord pour 2019. Mais seulement, nous disons, nous allons refaire le budget pour le faire voter par la majorité qui sera la nôtre, et nous allons le porter à 8 milliards. 8 milliards la 2019. Première année. 8 milliards 2019. 10 milliards en 2020. 12 milliards en 2021, 14 en 2022 et 16 en 2023. Vous allez multiplier le budget par 2 en 5 ans. Nous allons multiplier le budget actuel de 5 milliards. Non, vous allez multiplier, une fois que vous êtes au pouvoir, le budget par 2 en 5 ans. Vous passez de 8 milliards en 2019 à 16 milliards en 2020. Voilà, on multiplie par 2 le budget en 5 ans. Nous l'avons fait entre 2007 et 2012. En passant d'un budget, on a même quadruplé, en passant d'un budget de 850 millions de dollars à un budget de 3 milliards et demi que nous avons laissé quand nous partions début 2016. Et vous allez multiplier comment cette fois-ci? Très bien. D'abord, avec l'hypothèse de croissance. Nous voulons que la croissance, c'est une croissance voulue, mais pas subie. Nous allons faire une croissance qui va approcher, qui va partir, si vous voulez, de 7% à 14%. Nous sommes déjà minimalistes par rapport à ce qui ont proposé une croissance annuelle de 25% pendant tous les quinquennats. De 7 à 14% sur 5 ans. Sur 5 ans. C'est une évolution qui part de 7, 8, 9 jusqu'à 14. Et la pression fiscale qui aujourd'hui est en dessous des 10, nous voulons l'augmenter à 20% en partant progressivement depuis l'année 2019. C'est-à-dire, nous ferons une pression fiscale de 15% la première année. C'est largement en deçà de la moyenne africaine. Et nous allons évoluer à la fin du quinquennat jusqu'à 20% de pression fiscale. Sur un PIB qui, lui, va augmenter de 50 milliards, qui est le niveau actuel de 2018, à un PIB de 80%. Ce n'est pas un doublement, mais plutôt c'est un accroissement de 60%. C'est déjà minimaliste. Et vous faites augmenter ce PIB comment? Nous le faisons augmenter par des réformes, parce que nous, on va travailler avec les FMI et la Banque mondiale. Nous allons engager beaucoup de réformes. Et comme on a un plan de construction de routes, plan de construction de chemins de fer, de construction de ports et aéroports, qui seront financés à hauteur de 22 milliards de dollars, nous pensons créer une intégration géographique et économique qui permettra, si vous voulez, de booster les secteurs agricoles et d'augmenter les échanges entre provinces, parce que nos provinces aujourd'hui sont enclavées à cause de l'absence et des routes d'intérêt national, mais surtout des routes des cercles agricoles. Je vous indique en passant. Vous allez surtout booster le domaine du BTP, parce que si on part du principe que vous avez le FMI, que le FMI vous donne 20 milliards, que vous développez... Non, ce n'est pas le FMI qui nous donne 20 milliards. Les 20 milliards viendront du marché financier international. Grâce à la caution du FMI qui indiquera le fait que nous sommes dans la bonne gouvernance, FMI et Banque mondiale, et qu'on peut nous prêter l'argent. Et cet accroissement, vous le reposez sur ces routes, sur ces chemins de fer, sur toutes ces infrastructures nouvellement construites, qui ne le seront peut-être pas pour la plupart. Pourquoi? Avant les 5 ans de la fin du mandat. Alors, on passe de 120 de chiffres actuels à 126 milliards. Comment? Non. Puisque quel est le chiffre actuel? Quel est le chiffre actuel? Nous disons ceci, nous partons des 5 milliards du budget 2018 actuel, et l'année prochaine, nous augmentons des 3 milliards pour avoir un budget de 8 milliards. L'année suivante, 10 milliards, ainsi de suite jusqu'à 16. Quand vous faites la sommation, vous arrivez à 60 milliards de dollars de budget pour les quinquennats. Première chose, ça c'est le budget en ressources propres, auquel vous ajoutez 15 milliards, plutôt 20 milliards d'emprunts.
Oui, les 20, tout ça on l'a bien compris, mais vous avez surtout tablé sur l'augmentation du PIB. Alors moi je me demande comment est-ce que vous augmentez ce produit intérieur brut, alors que semble-t-il tout repose sur un accroissement des infrastructures et une production qui ne pourra pas avoir démarré puisque ces infrastructures ne seront pas encore en place. Non, d'abord je vous indique en passant qu'il y a un taux de croissance minimal qui ne dépend malheureusement ou curieusement pas encore des infrastructures. Donc nous pouvions passer, puisque nous avons atteint un niveau de taux de croissance à 2 chiffres à un moment donné, je crois en 2015, sans qu'il y ait infrastructure. Si en plus nous finançons les infrastructures, nous aménageons les routes d'intérêt national, d'intérêt local, donc nous pouvons passer d'un taux de croissance de 7% que nous envisageons pour 2018, plutôt 2019, à un taux de croissance de 14%. Et passer d'un PIB de 50 milliards à un PIB de 80 milliards de dollars, soit un accroissement de 30%. Je vous indique en passant qu'entre 2007 et 2012, nous avons fait un accroissement du PIB qui a été le triple. C'était partir de rien à un peu. Oui, rien. À l'époque, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a un peu. Aujourd'hui, nous sommes aussi à rien par rapport au potentiel du pays. Vous savez, l'Angola, qui vaut que la moitié du pays, en géographie parce qu'ils sont 1 200 000 km². Ils ont une population de 30 millions d'habitants. Nous sommes à 2 400 000 habitants, donc les doubles. En population, nous sommes les triples. Ils ont un PIB de 140 milliards aujourd'hui. Ils approchent même les 1,4 milliard, plutôt 150 milliards de dollars. Nous, on est à 50. Si on projette 80 milliards de PIB à la fin du quinquennat, vous deviez nous reprocher d'être minimaliste. Et donc, c'est à la disposition, nous pouvons... Ce n'est pas le minimalisme qu'on a tendance à vous reprocher, c'est le manque de réalisme peut-être. Non, je vous indique en passant que le secteur minier sera boosté dans l'entretemps parce qu'on va faire un peu plus d'énergie, produire un peu plus d'énergie. Et la grande capacité installée dans le secteur minier permet qu'on puisse doubler la production du cuivre. La réforme du code minier, vous allez profiter de la réforme qui est opérée déjà. Alors tout le monde profite de tout le monde. Les performances qu'on a réalisées au quinquennat passé, y compris au deuxième quinquennat, c'est à cause des réformes que nous avons engagées. C'est la continuité de l'État. Éric Ambago. Mais lorsque vous parlez, par exemple, du budget de l'État qui finance, qui va crescendo jusqu'à 80 milliards de dollars américains, il y a un problème aujourd'hui pour mobiliser les recettes. Il faut quasiment faire la révolution des régies financières. Oui, moi j'ai l'impression que vous mélangez deux choses différentes. Dans les circonstances actuelles, il est impossible qu'on puisse atteindre ces chiffres. Il faut une révolution au niveau des régies financières. Oui, bon, j'ai l'impression que vous avez parlé du PIB. Si nous sommes d'accord sur le PIB et si nous sommes d'accord sur la pression fiscale, qui est l'expression de l'efficience fiscale de notre administration, que les choses soient à notre portée. Je suis d'accord avec vous pour dire les réformes, plutôt les régies financières ont besoin d'être assainies. Oui, c'est le rôle du gouvernement, d'une part. D'autre part, au-delà des problèmes des régies financières, il y a les problèmes des dirigeants politiques. Vous connaissez le fait qu'il y a dans ce pays, dans les domaines douaniers, des autorités politiques qui parrainent des hommes d'affaires qui ont des volumes importants d'importation mais qui ne payent pas la douane. Vous connaissez des hauts magistrats, des hauts, les généraux et autres, les familles, etc., qui ne payent pas l'impôt. Et l'administration, oui, c'est un processus. C'est pourquoi... C'est pas en 5 ans que vous allez pouvoir... Non, quand j'ai dit... C'est un processus, mais j'ai dit ceci, que nous irons crescendo en commençant avec 8 milliards de dollars de PIB, et pour arriver, si vous voulez, à 16 milliards de dollars. Et là encore, notre niveau de pression fiscale est très faible et en dessous de la moyenne africaine. Quand nous disons 15%, les autres sont à 30%, les Angolais sont à 30%. Même chose avec les Ivoiriens. Nous disons 15% jusqu'à 20%. Nous sommes une économie qui doit être relancée, justement. D'où l'essence des réformes que nous allons engager, d'où l'essence du partenariat avec les institutions de Bretton Woods qui vont nous soutenir, nous coacher, nous faire des propositions et nous accompagner. Aujourd'hui, la RDC doit être plutôt attractive pour lever des fonds sur le marché international. Oui. Qu'est-ce que vous avez planifié à ce sujet? Non, et justement, c'est le budget de 20 milliards dont je vous ai parlé. Parce que j'ai dit les budgets en ressources propres vont se chiffrer de manière cumulée à la fin 2023 à 16 milliards de dollars. Et donc, les cumuls total, ce sera 60 milliards de dollars, plus de 20 milliards de dollars, qui sont en dessous de notre capacité d'endettement. Nous pourrons alors mobiliser les ressources en termes d'emprunt, si vous voulez, certifier nos gisements miniers. Nous avons plus ou moins 2000 milliards
des gisements ou des minéraux de fer, si nous faisons la certification, des 1000 milliards. Même chose les secteurs miniers avec le cuivre au niveau du cuivre et du cobalt, c'est plus ou moins 1000 milliards dans le Katanga. Tout et donc, si toujours pensé dans le temps, c'est pas en 5 ans. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai dit, c'est à travers les 5 prochaines années qu'on va cumulativement mobiliser les 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est plutôt les emprunts obligataires qui vous permettront de voir le budget revu à la hausse. Ce sont les emprunts obligataires. Je ne sais pas, mettons-nous d'accord. J'ai dit le budget en ressources propres, c'est 60 milliards de dollars. Ça, c'est la fiscalité. Exact. Mais j'ai dit 20 milliards de dollars que nous pouvons mobiliser en 5 ans. En partant des 3 milliards chaque année, plus ou moins 3 milliards, 4 milliards, 5 ans, nous pouvons mobiliser 20 milliards de dollars. Je voudrais savoir si votre question est de savoir si nous avons une capacité d'endettement et de remboursement, ou la question, quelle est véritablement... Aujourd'hui, la question, c'est de savoir, aujourd'hui, il faut plus d'argent levé des fonds sur le marché international pour financer l'économie congolaise. Sur le marché international, les eurobonds que l'on doit mobiliser, que l'on doit attirer pour financer les infrastructures, tout ce que vous avez comme travaux pour relancer l'économie congolaise. C'est cette capacité que la RDC doit prouver sur le plan international. Mais justement, nous disons la même chose. Il faut que peut-être que je clarifie. Nous disons la même chose. Nous disons que les ressources propres du gouvernement en termes fiscaux, c'est 60 milliards de dollars. Les ressources à mobiliser sur le marché international, c'est 20 milliards de dollars. Le 2 donne 80 milliards de dollars qui financent l'effort de l'État, qui donne l'effort de l'État à financer notre projet. Donc je suis d'accord avec vous et c'est ce que j'ai dit, c'est 20 milliards de dollars à lever sur le marché international, les marchés financiers internationaux. Mais pour lever 20 milliards de dollars, il faut faire des réformes, il faut être en partenariat avec le FMI, mais il faut montrer qu'on a une capacité d'endettement, mais surtout celle de remboursement. S'agissant de la capacité d'endettement, nous allons avoir un PIB qui va jusqu'à 80 milliards de dollars dans 5 ans. Même en considérant le PIB actuel de 50 milliards de dollars, si vous vous endettez à hauteur de 20 milliards de dollars, en prenant le PIB d'aujourd'hui comme référence, 20 milliards de dollars, nouvelle dette, à laquelle il faut ajouter les 6 milliards qui représentent la dette aujourd'hui, ça fait 26 milliards. 26 milliards comparé à notre PIB de 50 milliards, nous sommes en dessous de 50%. Et 50%, c'est le taux d'endettement moyen africain. Des Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais ont un niveau de dette au-dessus de 60% de leur PIB. Congo-Brazzaville, nos voisins, ils ont un taux d'endettement qui approche les 100% de leur PIB. Et nous, aujourd'hui, en nous endettant à hauteur de 20 milliards plus les 6 milliards existants, comparé au prochain PIB dans les 3 années qui viennent, nous serons autour de 32%. Donc, en dessous de notre capacité d'endettement, mais aussi en dessous de notre capacité à faire face au service de la dette, qui aujourd'hui est à 200 millions de dollars par année, et nous pourrions passer à 1 milliard, 1 milliard 200 comme service de la dette, comparé au budget qui sera de 16 milliards, nous serons dans les ratios du service de la dette, qui veut qu'on soit en dessous des 15% et nous serons en dessous des 10% par rapport au budget de l'État. Donc, nous avons une grande capacité d'endettement pour porter notre budget de 60 milliards de ressources propres pendant 5 ans et auquel il faut ajouter 20 milliards de dollars d'endettement, ce qui va nous donner 80 milliards. À ces 80 milliards, il faut ajouter 46 milliards qui sont des ressources que nous attendrons du secteur privé. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Adolphe Muzito, la grande inquiétude pour le Congolais, c'est de se dire que si on va sur la voie de l'endettement, nous risquons de ne pas avoir les capacités de remboursement et de tomber dans l'insoutenabilité de la dette. Est-ce que dans ce que vous proposez, vous avez des garanties que notre endettement pourrait être soutenable? Bien, la dette est soutenable pour autant que vous endettez à des conditions financières qui ne soient pas prohibitives. C'est-à-dire que vous vous endettez sur un horizon qui vous permet de l'amortir. C'est-à-dire que si nous voulons nous endetter, c'est de crédits à rembourser à moyen terme, pas à court terme. C'est-à-dire que sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et à des taux préférentiels. À des taux préférentiels, c'est-à-dire à des conditions de 5-7%. Première chose. Deuxième chose, ça dépend de la qualité de la dette. Ça, c'est les conditions financières. Mais ensuite, à quoi vous affectez cette dette? Quels sont les projets en termes de bénéfices? Est-ce que le projet rémunère? Le projet lui-même générait plus d'intérêt en termes de taux de rentabilité comparé au coût de l'argent, c'est-à-dire au taux d'intérêt. Deuxième élément.
Mais aussi, il peut considérer qu'au-delà de la rentabilité financière, est-ce que le projet a des effets induits? C'est le cas de projets en rapport avec le financement des infrastructures, mais aussi de l'énergie électrique. Donc, si les projets que nous finançons en termes d'infrastructures, aussi bien infrastructures de communication que les infrastructures hydroélectriques, comme le cas des Inga, des Kakobo, les autres, permettent de booster l'économie, nous aurons un PIB qui va augmenter, le budget aussi. Et le budget aura une capacité de remboursement en termes de service de la dette. C'est ce qui fait que si cette nouvelle dette de 20 milliards implique un service de la dette qui va approcher 1 milliard de dollars et que notre budget venait à monter jusqu'à 10 milliards, 15 milliards, nous aurons la capacité de faire face à ces services de la dette. Parce que la dette, quand vous l'empruntez, vous ne la payez pas du coup, vous la payez sur 20 ans, 30 ans. Donc les conditions auxquelles nous allons nous endetter, conditions financières, mais aussi les projets auxquels nous allons destiner cette dette déterminent notre capacité de remboursement. Et qu'aujourd'hui, si nous augmentons notre service de la dette, parce que c'était autour de 500 milliards à mon époque, aujourd'hui nous sommes à plus ou moins 200 millions, et le Congo a une dette qui représente 12% de son PIB. Nous étions un pays pauvre, très endetté. Aujourd'hui, on reste toujours un pays pauvre, non endetté. C'est anormal. Alors que les pays développés sont des pays riches, très endettés. Nous devons être un pays pauvre, aussi endetté, mais dans les limites de notre capacité d'absorption, mais aussi dans les limites de notre capacité et d'endettement et de remboursement. Alors, et donc, avec 26 milliards de dollars que nous projetons, dont 6 milliards existants et 20 milliards prochains, nous serons toujours en dessous de notre capacité d'endettement. J'indique et je voudrais insister que la plupart des pays africains sont autour de 50% en pourcentage du PIB de leur endettement. Nous sommes à 12%. Pour un pays pauvre qui n'a pas d'infrastructure, nous ne pouvons pas compter sur la fiscalité pour financer nos développements. Alors, comment vous allez ventiler les ressources que vous aurez ainsi mobilisées? Quels sont les secteurs qui vont vous intéresser les plus pour rendre crédible justement le financement de votre plan? Alors, s'agissant des 80 milliards qui sont des ressources budgétaires, nous disons 45 milliards représentent les budgets qui vont financer le fonctionnement de l'État. Les salaires, le crédit pour les services de l'État, l'armée, etc., l'administration publique, 45 milliards. Et 35 milliards qui sont des crédits, donc 15 milliards. La marge de l'État à financer les travaux publics et le 20 milliards de l'aide. Ça fait 35, donc plus les 45 milliards de consommation de l'État, ça nous fait 80. Et il y a les 46 milliards qui représentent donc les apports du secteur privé dans les investissements à travers les différents domaines. Globalement, vous allez remarquer que sur 120 milliards, 80 milliards représentent les coûts du projet de la MOCA à travers son leader qui est M. Fayulu. Il est ventilé comment? Il est ventilé de la manière suivante. Plus ou moins 16 milliards pour l'énergie électrique, c'est-à-dire plus ou moins 13 milliards pour parachever le projet Inga. Et 700 millions pour financer le barrage Wana-Rukula dans la province orientale. Et 1 milliard pour les différents projets en cours qui ne sont pas finalisés. Il s'agit des Zongo, il s'agit des Kakobola, il s'agit des Katende, etc. En ce qui concerne les infrastructures, c'est 10 milliards. C'est pour faire 12 000 km de routes et atteindre 15 000 aujourd'hui sur 58 000 km de routes d'intérêt général qui ne sont pas encore, dont seulement 5% sont macadamisés. Donc nous allons passer de 3 milliards à 5 milliards en finançant 12 000 km de routes d'intérêt national. Ensuite, les chemins de fer, il nous faut plus ou moins 5 800 km, 5 800 km des chemins de fer, dont la moitié existe, mais il faut la moderniser, il faut l'électrifier. Et l'autre moitié, c'est à construire, c'est-à-dire des 1800, 1000 plus ou moins de Ilebo à Kinshasa, et 1600 de Kisangani à Bunia jusqu'à Ilebo. En plus de ce qu'il faut réhabiliter, réaménager. Il faut ajouter 6 milliards de projets spécifiques, les différents projets spécifiques dans le domaine de la communication, et 6 milliards que nous voulons voir être drainés par les secteurs privés au profit des entreprises publiques actuelles en faillite, dont les projets de réformes et de transformations ont été arrêtés, est un échec absolu, un échec consécutif à l'absence de volonté politique, parce que les FCC ont voulu garder ces entreprises dans les griffes de leur clientèle politique. Et donc, plus ou moins 6 milliards aussi dans les domaines de l'enseignement, agriculture et autres, sans compter
les trous de 30 milliards que nous voulons affecter à l'urbanisation de nos cités qui aujourd'hui sont dans une situation d'insalubrité absolue. Nous voulons loger plus ou moins 30 millions de Congolais habitant les villes à travers 2 grandes rubriques. 1 million de Quinois, 1 million de ménages quinois, un ménage en moyenne 5 individus, donc 5 millions de Quinois sur les 15 millions qui sont là, parce que Kinshasa, c'est plus ou moins 3 millions de ménages, multiplié par 5 en moyenne, c'est 15 millions d'habitants. Et donc, si nous logeons 1 million de Quinois, plutôt 1 million de ménages, ça signifie que nous logeons 5 millions. Il suffit de prendre 1000 km sur les 10 000 existants. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa ne couvre que 10 000 km², 10 000 km². C'est 1000 km² seulement qui sont occupés, plus ou moins, pour les 22 premières communes, jusqu'à Kingasani, Kimbanseke. Il y a un Sélé qui représente aussi 1000 km². L'équivalent de Kinshasa des 22 communes, il reste 8000 km sur lesquels on peut prendre 1000 on aura bien, on aura, sur lesquels on peut prendre 1000 km on aura bien 5 millions de kilomètres. On aura bien compris que beaucoup de choses, beaucoup de votre programme repose sur les infrastructures. Okay. Endettement 20 milliards. Capacité d'absorption. Le passé nous a montré que la RDC, qui a eu un gros contrat, n'est pas en mesure forcément elle-même de pouvoir absorber autant d'argent. Ce qui nous fait penser que cet endettement ira sûrement principalement à l'enrichissement des entreprises BTP étrangères. Remise à plat du code minier, vous en avez parlé. Il ne faut pas insinuer. Je n'insinue pas. Vous avez fait l'expérience. Laisse-moi, parce que vous voulez. Je n'ai pas terminé. Non, vous nous avez demandé depuis le début de vous laisser terminer tous vos développements. Okay. J'aimerais aussi pouvoir terminer le mien. Capacité d'absorption, 20 milliards, je ne pense pas que le Congo puisse le faire en 5 ans. Remise à plat du code minier, vous avez dit qu'il y aura... Est-ce que vous voulez que je réagisse par rapport à cette affirmation? Je crois que c'est bon. Vous parlez du Congo, moi je ne parle pas du Congo, je parle du régime. Il y a le régime qui n'a pas pu mobiliser 3 milliards sur les sites. Non, je parle de capacité d'absorption. Si le régime n'a pas réussi à mobiliser 3 milliards, on sait que de ces 3 milliards, la moitié n'a même pas encore été utilisée aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir en capacité... Non, attendez, très bien, mais il faut poser la question. Oui, ma question est la suivante. Profitable à qui? Est-ce que la capacité congolaise, aujourd'hui, nous permet d'absorber ces 20 milliards de dollars? Je parle de capacité congolaise. Christian, laissez-moi faire la différence entre la capacité du pays en termes de besoins et la capacité d'un pouvoir politique à mobiliser les ressources, à les utiliser physiquement dans l'exécution de projets. C'est 2 choses différentes. Le pays a besoin de 50 000 km² de route. Le pays a besoin de plus ou moins 6 000 km de chemin de fer. Le pays a besoin de 16 milliards Le pays, pour financer, s'il vous plaît. Le pays a besoin de projets pour que ces routes servent à quelque chose. On a vu en 2006, vous étiez Premier ministre, vous avez construit des routes, nous avons eu de belles routes, nous avons eu même, jusque chez vous à Kikwit, une très belle route, aucun projet depuis autour. Alors, c'est bien de parler d'endettement pour ces infrastructures. C'est aussi surtout de poser la question, ça va profiter à qui? À nous, sûrement, on aura de belles routes. Mais quels sont les projets qui viennent autour? Vous avez parlé de milliards. Nous vous avons écouté, nous vous avons laissé développer. Par contre, ce pourquoi nous aurions voulu vous entendre plus, Monsieur Mosito, vous avez donné un chiffre, 6 milliards sur les 80 milliards. 6 sur 80 pour l'éducation. Pour que notre capacité... Si, vous avez parlé de 6 milliards sur 80. Vous venez de le dire. Vous avez terminé par ça. C'est pour ça que je le soulève. L'endettement... 6 milliards pour l'éducation. 6 milliards sur l'éducation sur 5 ans. C'est ce que vous avez dit. Vous avez parlé de 6 milliards sur 80. Je l'ai noté, c'est là. Si vous avez dit 6 milliards sur 80 milliards. Éducation, agriculture, etc. 6 milliards. 6 milliards, éducation, agriculture, etc. Sur 80. Oui. 6 milliards sur 80. On va vouloir emprunter de l'argent. C'est pas éducation seulement. On a un manque. On a un manque d'éducation, on a un manque de formation. Cet argent ne va pas profiter à la RDC. Alors pourquoi aux Congolais? Peut-être à la RDC, mais sûrement à une élite, une autre, ce qui va encore plus créer la fracture sociale que vous condamnez aujourd'hui. Alors ma question sociale... Vous commencez par une affirmation qui est discutable. Parce que vous vous référez à ces régimes où vous parlez de la RDC. On parle d'expérience. Non, ne parlons pas de Adolphe Mosito, Premier ministre de 2009 à 2012.
comme si M. Adolphe Mouzito a observé le régime précédent et n'a été à aucun moment n'est à aucun moment responsable de ce qui a été fait. Doubler les effectifs de l'enseignement et j'ai augmenté le nombre de payés, c'est-à-dire on payait plus ou moins 250 000 enseignants et je commençais à payer 400 000 enseignants, tout en ayant quadruplé leur salaire. On a commencé à construire des écoles, tout en étant en train de payer la dette, tout en n'ayant pas le budget d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai commencé avec un budget, à cette époque, comme ministre du budget, de 850 millions de dollars à plus ou moins 3 milliards. Mais entre les deux, j'étais autour de 2 milliards, 2 milliards 500. Donc cet effort a été fait. On a stabilisé la monnaie. Il ne faut pas me dire que je n'ai rien fait pour le domaine de l'enseignement. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait, je vous parle de vos projections. Oui. Je vous parle de vos projections. Je vous parle du projet de la Mouka, là. Oui. Je ne vous parle pas de vous. Oui, mais je suis revenu sur votre passé parce que vous parlez de ce qui s'est passé ces 10 dernières années comme si vous n'avez été à aucun moment Premier ministre, qui a plus de pouvoir que le président de la République, constitutionnellement. Si vous me dites que vous n'avez pas été capable de le faire, c'est que vous avez été complice de ceux que vous condamnez aujourd'hui. Parce que le Premier ministre, constitutionnellement, il a beaucoup plus de pouvoir que le président. Alors je me pose la question, comment est-ce que vous allez appliquer tout ça, avec toutes les imperfections que l'on peut constater ça et là, demain, alors qu'hier, Premier ministre, vous dites que vous n'avez pas pu parce qu'il y avait un régime que vous avez qualifié dans cette maison, dans cette émission, de dictatorial. Non, très bien. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame, à moins que ce soit moi qui ne vous comprenne pas. Moi, j'ai été Premier ministre. Vous dites que je n'ai pas fait les choses. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'ai été Premier ministre de 2009 à 2012. Début de 2003 ans et demi. Je suis en train de vous dire que j'ai pu mobiliser le crédit à hauteur de 6 milliards de dollars. Alors, vous dites que je n'ai pas fait. Moi, je dis que j'ai fait. Avant cela, j'ai appliquer une transparence et une gestion qui ont permis que nous puissions obtenir l'annulation de la dette qui est passée de 14 milliards à 5 milliards avec une annulation de 9 milliards de dollars. C'est ce qui a permis au pays d'être en capacité de soutènement de la dette. C'est ce qui a permis que nous mobilisions les 6 milliards, dont 3 milliards au profit des secteurs miniers et 3 milliards pour les infrastructures. Et quand nous avons obtenu cet argent, d'abord l'annulation de la dette et la signature de ces contrats de crédit, c'était la fin de mon mandat. Mais que maintenant, on n'ait pas mobilisé ces 3 milliards, qu'on n'ait mobilisé que le tiers ou le quart, je n'ai pas de responsabilité en tant que chef du gouvernement. Mettons-nous d'accord. Donc, pour les règles, je crois qu'il y a un peu d'amalgame. Enfin, non, pas d'amalgame, les choses sont claires. Oui. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, dans le cadre de la Mouka, M. Fayoulou et tous ceux qui les soutiennent, qui seront avec lui dans les institutions, nous avons capacité aujourd'hui, grâce à l'annulation de la dette, de nous endetter à hauteur de 20 milliards. Je suis en train de vous dire que le Congo est en capacité de mobiliser 20 milliards parce que le ratio est d'absorber. Par les Congolais eux-mêmes. D'abord, j'ai voulu vous indiquer la différence entre l'absorption du pays en termes de besoins et l'absorption en termes de gestion, réalisation, de mobilisation des ressources, parce que vous pouvez... La mobilisation est une chose. Moi, je parle de réalisation. 20 milliards, on ne va pas les avoir pour avoir les 20 milliards dans la poche. On va avoir les 20 milliards pour faire quelque chose, pour faire des routes. 20 milliards sur 5 ans. C'est un réflexe des pauvres ou des sous-pauvres. Oui. Vous appartenez mais à un nous pays le sommes. pauvre. Attendez, je vous les concède. Mais je dis que les besoins, c'est 58 milliards de dollars pour les infrastructures routières. Les besoins, c'est 16 milliards pour l'énergie électrique, dont nous avons les besoins et qu'on peut absorber. Mais maintenant, la capacité de mobiliser, c'est d'avoir cet argent, de l'utiliser. Ça, c'est notre paire de manches. Moi, maintenant, je vous dis que nous pouvons être en mesure de construire les Congos simultanément à travers le pays parce que les routes, les tracés sont là, les études sont là. Il s'agit pour nous de construire 12 000 km de routes et les besoins sont là. De construire 2800 km de chemin de fer et de réhabiliter 2800 km de chemin de fer. Les besoins sont là. Israël Moutala, sur 7.cd. Adolphe Mouzito, votre projet est trop beau pour être vrai. On ne peut pas passer de 4,5 milliards de dollars de budget à 8 milliards. C'est presque un accroissement de 90% du budget en termes de ressources internes. Donc, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des réformes que vous devez mettre en œuvre. Vous savez très bien que les réformes elles-mêmes d'abord ont un coût et ensuite elles prennent du temps. C'est-à-dire quand vous arrivez aux affaires en janvier, le temps de trouver les ressources pour mettre en œuvre les réformes et le temps que ces réformes prennent pour arriver à 8 milliards, c'est impossible. Vous en convenez avec moi. Et deuxième bémol, c'est que nous sommes une économie de rente. Et donc, toutes vos prévisions ici se basent sur un cuivre haut. Il suffit que sur les marchés
internationaux, que le cuivre tousse à la baisse et que toutes vos prévisions ici s'effondrent comme un château de cartes. Très bien. Je suis d'accord avec vous que les réformes, il faut les engager, mais il faut qu'elles atteignent un niveau de maturité. Je vous donne l'information suivante. En 2007, quand nous arrivons, nous trouvions un budget pour l'exercice précédent, c'est-à-dire 2006, de 850 000 $. À l'exercice suivant, on a fait un budget du double et qu'on a exécuté. C'est les chocs politiques. Sachez que nous avons été minimalistes, y compris par rapport à ceux qui disaient qu'il y a un coulage de 15 milliards chaque année. Nous disons que si l'administration collecte 5 milliards, et c'est ce que nous disent d'ailleurs les fonctionnaires, si les services de l'État, les services fiscaux de l'État aujourd'hui collectent 4-5 milliards de $, c'est plus ou moins la moitié de ce qu'ils pouvaient collecter. Et que pour l'exercice suivant, avec un choc politique qui consiste à faire que ceux qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont de telle ou telle famille, parce qu'ils ont la couverture des hommes politiques, il s'agit des opérateurs économiques dont vous connaissez la nature, parce qu'ils sont des généraux et parce qu'ils sont des hauts magistrats, ils vont payer l'impôt désormais. Et que par conséquent, nous pouvons passer, non pas de 5 milliards à 10 milliards, on a été modeste. Vous connaissez, on a toujours parlé du coulage. Nous disons qu'on peut passer de 5 milliards à 8 milliards. C'est une projection assez réaliste. La MOUCA... Et parce que, justement, la pression fiscale, qui est d'ailleurs très modeste, sera de... Je n'ai pas fini d'aborder la question. Ça, c'est du point de vue du choc politique par rapport aux entreprises et aux personnalités qui ne payent pas l'impôt. Mais sachez que plus ou moins les projections indiquent que le cuivre ne va pas baisser et que par contre, les cobaltes vont monter et monter davantage, y compris la production. Nous pourrions d'ici les 2 ans voir notre production du cuivre. Il suffit qu'on règle le problème de Inga et voir la production doubler, et il en sera ainsi en ce qui concerne la fiscalité des recettes de l'État. Donc nous pensons que dans la proportion de 8 milliards, nous sommes dans les bancs. Oui, un autre bémol, c'est justement l'emprunt interne et externe. Vous n'avez pas dit dans quelle proportion vous allez mobiliser sur le plan interne et dans quelle proportion vous allez mobiliser sur le plan externe. Mais j'imagine que c'est sur le plan externe. Mais ici, nous ne sommes presque plus cotés par les agences de notation. Ça veut dire que nous allons acheter de l'argent à très cher. Et donc, ça sera un surcoût. Vous ne pouvez pas nous permettre d'acheter des capitaux. Et vous estimez à combien? Moi, je pense que l'économie a un potentiel qui fait que si nous empruntons 1 000 $, nous pouvons produire 1 500. 1 500, ça signifie qu'on a un taux de rentabilité de 50%. De l'argent qui pourrait nous coûter le plus cher 10% et qu'on peut rembourser sur 20 ans, 30 ans, les conditions financières sont potable par rapport au potentiel en termes de ce que nous pouvons générer avec cet argent et avec son incidence sur notre capacité et de remboursement du point de vue budgétaire et d'endettement, parce que nous serons en dessous de 30% de notre capacité d'endettement. Parfaitement. Juste sur la partie de la capacité d'absorption de capitaux, je vais vous donner un exemple. C'est le projet sino-congolais. Avec Sicomine, managé par Moïse Kanga. Il a dit sur le 3 milliards, par exemple, affectés aux ressources naturelles, ils n'ont pas été consommés parce qu'ils n'ont été consommés qu'à hauteur de 800 millions $. À peu près. Non, ça, il faut faire la différence, s'il vous plaît. Il y a le projet minier et le projet infrastructure. Ouais. Alors, vous parlez de quoi? Je parle de 3 milliards qui ont été affectés au projet infrastructure. Très bien. 3,5 milliards autres, c'est pour Sicomine, le projet minier, pas celui-là. Je parle de 3 milliards. Sur le 3 milliards, on a mobilisé jusqu'à présent, on a pu absorber que 800 millions $. Donc il y a un gap de 2 milliards 200 millions $. Et il a donné 3 raisons pour cela. 1. L'absence des études de faisabilité. Vous avez égrené des projets ici. Tous ces projets-là n'ont pas d'études de faisabilité. Ça veut dire que ça prendra du temps d'abord de faire des études de faisabilité pour les financer. 2. Il avait comme un autre problème, c'est l'accessibilité justement des engins sur les chantiers. Nous sommes un pays continent et les entrepreneurs qui travaillent sur ces chantiers là-bas ont du mal à accéder sur le site. Et 3e facteur, c'est ce que Christian disait tout à l'heure, il y a pas assez de main-d'œuvre des entreprises ici qualifiées pour justement gagner ces marchés. Et voilà qui explique un peu le faible taux de décaissement des contrats civils. Comment vous allez cimenter ça en 5 ans? Vous appuyez sur un mauvais exemple, malheureusement. C'était une façon pour eux de justifier le fait qu'ils n'ont pas mobilisé les 3 milliards. 2 milliards qui n'arrivent pas à mobiliser, il n'y a pas d'études de faisabilité. Qui doit faire les études de faisabilité en dehors de l'administration dont ils ont la gestion? Ils disent qu'il n'y a pas de personnes qualifiées, mais ils travaillent avec les Chinois. Est-ce que les Chinois ne sont pas qualifiés? Pourquoi les Chinois ne pouvaient pas les mobiliser? Dans l'hypothèse où on n'aurait pas des gens compétents dans le pays, c'est dont je doute.
Troisièmement, il y a l'accessibilité. Mais le projet lui-même a prévu de faire sauter les goulots d'étranglement qui puissent permettre que nous puissions nous mouvoir dans le pays. Et puis, 2 milliards, c'est justement 2000 km de routes. Tout simplement, on n'a pas pu les construire et ils viennent vous distraire avec des propos de cette nature. Non, ça c'est l'incompétence du pouvoir politique qui devait mobiliser ces ressources et les utiliser physiquement. Alors, juste une dernière préoccupation, c'est la corruption. Que répondez-vous aux gens qui disent que la MOUCA lutter contre la corruption, c'est comme si c'est l'hôpital qui se moquait de la charité? Oui, mais ce qu'ils disent, c'est leur opinion. Moi, j'ai dit, nous allons travailler en toute transparence comme on a su le faire entre 2007 et 2012, ce qui nous a permis d'avoir, comme jamais dans l'histoire du pays... Il y a beaucoup d'hommes d'affaires dans la MOUCA qui n'ont pas une réputation d'être des hommes d'affaires très bien. Moi, assez respectueux de la morale. Oui. Moi, je vous dis, nous allons travailler en toute transparence. C'est ce qui nous a permis de faire des performances entre 2007 et 2012, des performances que personne ne conteste. Nous avons réussi à avoir des revues concluantes des institutions de Bretton Woods. Nous avons eu des décaissements de ressources aussi bien au profit de la balance des paiements qu'au profit du budget de l'État. Et c'est le schéma. C'est pourquoi nous, on ne veut pas faire le repli sur soi de notre pays et travailler avec le système financier international qui ne peut mobiliser les ressources au profit de votre pays que si vous travaillez et vous faites des réformes sous leur accompagnement. Et, vous avez parlé d'un taux de croissance à 2 chiffres. En 2015 ou en 2014, on n'avait jamais atteint un taux de croissance à 2 chiffres. On a frôlé, on était à 9,4 ou 9,7, ça dépend de statistiques de la Banque mondiale ou de la Banque centrale. La RDC n'avait jamais atteint un taux de croissance à 2 chiffres, malgré que le cours du cuivre était à leur plus haut niveau. Et donc vous pensez que, parce que la moyenne, les projections sur les 5 ans, c'est un cuivre à 7,500 la tonne. Mais je ne vois pas comment est-ce qu'en 2021, on peut atteindre un taux de croissance économique de 11,7 comme 12% comme le prévoit la MOUCA. Ce n'est pas une chimère. Non, ce n'est pas une chimère. Pourquoi? Parce que d'abord, en ce qui concerne la production minière, puisque vous parlez de la production minière, nous pouvons doubler la production du cuivre parce que la capacité installée permet cet objectif-là sur le plan de la production et du chiffre d'affaires et de tout ce qu'on peut en tirer comme capacité fiscale de l'État. Il suffit de régler le problème de l'électricité dans ce pays. Les miniers veulent bien produire davantage jusqu'au doublement, mais ils ne peuvent pas parce qu'on n'a pas réussi. Ça ne prendra pas le temps. En un an, en 2 ans, non, il ne faut pas affirmer. On ne va pas doubler la capacité de Inga. Restez toujours dans la logique des hypothèses. Je vous dis qu'il suffit d'augmenter la production de 200 mégawatts de plus. Et c'est possible si, en fait, on entretient, si vous voulez, les turbines actuelles de Inga. Merci beaucoup, à bienvenue Bakoumania, l'agence France Presse. Merci à Eric Ambago, Top Congo FM, à Thierry Kamboudi, Top Congo FM et à Israël Moutala de 7sur7.cd d'avoir été avec nous. Merci à vous, monsieur Adolphe Mouzito, d'avoir été avec nous. Juste une dernière question, vous parlez beaucoup de FMI, vous parlez beaucoup d'institutions internationales. Ils ont développé déjà quel pays? Non, le FMI n'a pas pour objectif de développer... Leurs politiques ont développé quel pays? Non, le FMI n'a pas pour objectif de développer un pays. Le FMI et la Banque mondiale, c'est comme un médecin qui vient au chevet d'un malade. Le médecin ne vient jamais si vous vous portez bien. Le Congo est en faillite. Des finances publiques qui n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Le FMI vient nous ramener à l'équilibre. Comme quelqu'un qui est malade, vous le remettez sur pied. Mais maintenant, ce qui va faire de la nouvelle santé et de la bonne santé, c'est son affaire. Donc, c'est à nous de sortir de cet état de faillite grâce au FMI en engageant des réformes sur lesquelles ils pourront nous accompagner. Mais maintenant, si nous revenons à la normalité, à la stabilité, aux équilibres macroéconomiques, nous pourrons faire de ces équilibres ce que nous voulons. Ce n'est pas à eux de nous développer, c'est à eux de nous sortir de l'état de faillite. Un programme de combien de temps avec le FMI? Non, le programme prendra le temps que ça prendra à partir du... S'il vous plaît, le programme 12 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans si c'est nécessaire. Le Congo est en faillite, s'il vous plaît. On comprend, on n'en discute pas. Donc, 2 ans. Oui, 2 ans, 3 ans. Je ne peux pas vous le dire. Ça dépend du temps nécessaire qu'on devra mettre pour rétablir les équilibres. Je vous pose juste la question parce que si en 2-3 ans, on n'est pas encore à l'équilibre, on n'aura pas cet argent, les 20 milliards attendus. Non. Donc, sur les 5 ans... S'il te plaît, au même moment qu'on applique les réformes, au même moment, ils nous apportent leurs appuis budgétaires, et ils nous apportent des appuis à la balance des paiements, et ils nous permettent aussi de lever des fonds sur les marchés internationaux. L'une des modalités pour lever les fonds, c'est dégager nos ressources. Pas pour que le Congo se développe. Pas pour tous vos investissements d'infrastructures. Pendant 2-3 ans, ils vont nous aider à tourner normalement, mais pas à investir dans les grands projets d'infrastructure dont vous faites ici. Pendant 2 ans, ils vont nous permettre d'arriver à l'équilibre, mais à commencer à lever certains fonds
Mais en attendant qu'on atteigne la vitesse de croisière vers la 2e ou la 3e année de notre quinquennat. Conclusion, les 2 premières années, tout ce que vous avez prévu jusqu'à l'élection du nouveau président après les réformes institutionnelles ou de droit ne seront pas appliquées. Oui, ça, si c'est un vœu que vous exprimez ou un sentiment, ça vous engage que vous. J'ai expliqué ce que j'ai pu expliquer en vous disant que les FMI veut nous rétablir de la situation de faillite actuelle, en même temps qu'il nous permet dans l'entretemps de mobiliser des ressources pour soulager notre balance des paiements, mais aussi pour soulager notre budget aujourd'hui en déficit. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous allez nous suivre sur YouTube. Merci à vous, Monsieur Mouzito. Prochain rendez-vous avec le Top Presse, ce sera la semaine prochaine. Rediffusion ce dimanche à 19h30 sur Top Congo FM. Merci à Mika Loussala et à Didi Binsika pour la réalisation TV de cette émission. L'actualité continue sur le www.topcongofm.net. À très bientôt. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.